que je suis également ravi d'être ici aujourd'hui en Guyane pour présenter ce travail. Et donc moi je suis infectiologue au CHU de Nantes et j'ai fait il y a 4 ans maintenant un interchu ici en Guyane qui m'a donné l'occasion de découvrir beaucoup d'aspects de la Guyane et découvrir aussi le Québec moins qui m'a encadré pour ce travail de thèse que je vais vous présenter maintenant. Donc je vais vous sensibiliser d'abord au problème que représente la distinction précoce entre la dengue et la leptospirose. Et puis ensuite je vais tenter de vous démontrer de l'intérêt qu'a le dosage de la CRP dans la distinction précoce de ces deux pathologies. Je vais commencer par quelques rappels sur la leptospirose de façon générale et en contexte guyanais, également quelques mots sur la dengue. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, à savoir l'étude cas contrôle que nous avons comparé ces deux pathologies. La leptospirose, c'est une pathologie bactérienne qui est liée à une spirochète du genre Leptospira, qui est douée de capacité de mobilité qui la rend particulièrement virulente parmi d'autres facteurs de virulence. Sa présentation clinique est extrêmement variable et c'est toute la difficulté de cette maladie-là. C'est-à-dire qu'on peut aller de la fièvre auto-limitée avec un syndrome grippal a priori bénin en apparence à des formes beaucoup plus invasives, voire des formes avec des défaillances multiviscérales que sont la maladie de Veil ou les syndromes de stress respiratoire avec des hémorragies intra-abdominales. Le diagnostic biologique repose sur des éléments qui sont dictés par le temps d'évolution depuis l'apparition de la fièvre, à savoir la PCR lors de la phase bactériologique, donc lors de la première semaine, puis l'utilisation de sérologie, à savoir donc, un dépistage par IgM par technique ELISA le plus souvent, et une confirmation avec un test de référence qui est le test MAT, Microscopic Identification Test, qui est le plus souvent fait à l'Institut Pasteur et qui permet de confirmer le diagnostic. L'antibiothérapie recommandée dans cette pathologie, elle est recommandée de façon précoce. Il y a des études qui ont montré qu'avant J5, recevoir l'antibiothérapie est un facteur protecteur. Et l'usage de l'antibiothérapie est finalement pas très compliqué dans le sens où le choix des molécules repose sur la toxicité dans les formes non sévères et puis ensuite les bêta-lactamines lorsque la forme est sévère. C'est une zoonose mondiale. Pour certains auteurs, c'est la zoonose mondiale la plus répandue. Qui a, comme vous voyez sur cette carte, une répartition vraiment privilégiée au niveau de la zone tropicale, avec des foyers, notamment en Asie du Sud-Est, où il y a une étude récente qui a montré que c'était la principale cause de fièvre chez les voyageurs revenant de cette zone-là. L'incidence est croissante, avec une étude récente publiée en 2015 qui rapportait environ 1 million de cas annuels, avec une létalité entre 0,5 et 20% en fonction des séries, qui conduit à peu près à 60 000 décès par an, probablement un chiffre largement sous-estimé. Les facteurs de risque qui sont retrouvés dans le développement de cette pathologie sont en fait l'exposition aux animaux excréteurs, et cette exposition elle peut reposer sur une exposition directe, par exemple avec ce cabiai, qui peut héberger de la leptospire et l'excréter dans ses urines. Donc on peut se contaminer directement en étant en contact avec lui, ou également par une exposition indirecte via un environnement contaminé, et principalement l'eau douce, et notamment dans les périodes qui suivent les fortes pluies. Alors pourquoi s'intéresser à la leptospirose en Guyane française? Eh bien parce que, comme vous le savez, 95% de la superficie de ce territoire est recouverte de forêts primaires, avec, attenant à ça, une biodiversité extrêmement importante et potentiellement un réservoir de ce pathogène très important également. Quelques mots maintenant sur la dengue en contexte de Guyane. Donc c'est une arbovirose extrêmement répandue à l'échelon mondial, avec environ 300 millions de cas annuels pour un tiers symptomatique. C'est une pathologie transmise par le moustique du genre Aedes et qui va donner des formes plus ou moins graves. Dans 0,5% des cas à peu près, on est sur des formes graves, qu'elles soient hémorragiques ou par choc. Et le diagnostic repose de façon un peu similaire à la leptospirose sur des tests qui vont être réalisés en fonction du temps d'évolution de la fièvre. Donc pendant les 5 premiers jours, on a coutume de réaliser l'antigène NS1, surtout en période d'épidémie. Dans certaines zones où la PCR est plus accessible, en tout cas moins fréquemment utilisée, on peut l'utiliser jusqu'à J7, et puis à partir de J5, J7, on recommande d'utiliser des sérologies. En Guyane française, il y a un réel impact de santé publique de la dengue, comme vous le savez tous.
la dernière épidémie majeure remonte à 2013, avec à peu près 20% de la population qui avait été touchée, dont la moitié sur l'île de Cayenne, et environ 300 hospitalisations. Alors maintenant, j'essaie de vous présenter un petit peu les enjeux de la distinction entre la dengue et la leptospirose. Et donc pour ça, je vais appuyer sur cette petite vignette qui vient du dernier congrès des cliniques qui a eu lieu à Madrid, où c'était donc le professeur Pau, qui est un spécialiste de la leptospirose, qui dans sa présentation, dans sa revue, en fait, rapportait le cas de ce patient brésilien qui se présente aux urgences avec un tableau compatible avec une dengue, c'est-à-dire qu'il a des myalgies, il a un peu de conjonctivite, de la fièvre, avec un début brutal, et on est en période d'épidémie. Donc le diagnostic retenu à ce moment-là est un diagnostic de dengue, et finalement le patient se représente 3 jours plus tard avec une aggravation clinique et une évolution vers un état de choc réfractaire en 48 heures avec décès des patients, et finalement c'était une leptospirose. Ce qui n'avait pas été vu, cette patient, il avait une exposition particulière à l'eau douce, il était tombé dans un puits dans son logement. Ici, il y a une petite illustration qui montre assez bien, on va dire, comment on se répartit les choses entre le rat et le moustique, dans certaines zones, notamment au Brésil, à savoir que donc le rat, qui est le vecteur principal de la leptospirose, et le moustique de la dengue, finalement, là, ils sont en train de converser en disant on va se répartir le travail tous les deux. Bon, ceux qui maîtrisent le brésilien, vous allez saisir la blague. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a une littérature assez abondante qui, en fait, suggère que différencier la leptospirose de la dengue, c'est pas si simple, et ça peut probablement impacter le pronostic de la leptospirose, qui donc ne va pas être reconnu immédiatement, et avec une antibiothérapie qui sera soit mise trop tard. Et donc, pour revenir sur la présentation lors de l'ECMID, donc là, ce qui était intéressant, c'était qu'il revenait sur le fait que la confusion diagnostique est extrêmement fréquente, et que les moyens diagnostiques de la leptospirose sont souvent des moyens qui sont peu disponibles, soit parce qu'ils sont retardés, par exemple la sérologie, soit parce que la PCR n'est pas implantée dans le centre, ou que le résultat met trop de temps à revenir. Et l'autre problématique, c'est la problématique des tests de détection rapide, qui ne sont pas encore validés dans cette pathologie, et on espère qu'ils le seront un jour. Et donc, maintenant, on va passer aux résultats d'études cas contrôle qu'on a réalisées. Donc, brièvement, les objectifs de ce travail, c'était d'identifier à l'admission des patients les facteurs cliniques et biologiques associés au diagnostic de la leptospirose ou de la dengue, et à partir de ces facteurs, de créer un outil diagnostique qui nous permettra de différencier précocement ces deux pathologies. Les critères d'inclusion, ça s'adressait, les patients inclus étaient des patients qui étaient adultes, en tout cas, qui avaient plus de 15 ans, et donc les cas de leptospirose ont été identifiés à travers des critères biologiques assez stricts. Ce n'était pas simplement une suspicion clinique de leptospirose. Évidemment, en contexte de co-circulation de pathologies qui est dans des tableaux similaires, on ne pouvait pas se contenter d'avoir une suspicion clinique. Donc on a utilisé des données de PCR, des données de sérologie, en utilisant systématiquement au moins un critère de positivité sur le MAT. On pourra les détailler un petit peu plus tard si vous avez besoin. Et donc la période d'étude a été entre 2007 et 2014. Les patients qui sont passés soit au CHAR à Cayenne, soit au centre de Saint-Laurent ont été inclus. Et les contrôles, donc il s'agit de patients avec une dengue confirmée, avec l'antigène M5 positif. On n'a pas utilisé du coup de sérologie pour plusieurs raisons, notamment le fait de persistance de la sérologie qui peut être assez importante, y compris quelques mois après, qui rendait du coup incertain le diagnostic. Donc on a utilisé des patients qui ont consulté au CHAR exclusivement à ce moment-là pour les dengues entre février et 2013. L'appariement, on a fait un appariement sur l'âge eu égard aux facteurs de risque que représente un jeune âge sur la leptospirose pour s'affranchir de cet aspect-là. Donc on a apparié 3 témoins pour un cas, et on s'est intéressé aux données collectées lors de l'admission, et on a réalisé une analyse bivariée et puis multivariée. Donc ici, le flowchart de l'étude des patients inclus avec la leptospirose. Donc on avait 72 patients. Et ici, donc, vous voyez, peut-être pas très bien, mais donc on avait des 55 cas confirmés et 17 cas probables. En sachant que nos cas probables, ils ont déjà des critères biologiques qui sont relativement robustes par rapport aux éléments qu'on trouve dans la littérature habituellement. Ce qui était intéressant, c'était de constater que pour ces patients-là, seulement 20% des cas étaient suspectés à l'admission comme une leptospirose. La plupart du temps, c'était diagnostic différentiel, dont la dengue, ou d'autres comme la pneumonie ou salmonelle.
ici, simplement pour vous montrer un petit peu les patients qui ont été inclus dans cette étude, qui est principalement sur l'île de Cayenne. Ça, c'est pas très surprenant vu la configuration démographique de la population de l'île de Cayenne, mais aussi il y avait un foyer important dans Marie-Place-Sougar, probablement en lien avec un drainage, on va dire, d'orpailleurs sur cette zone-là. Les patients donc, avec NAM ont été inclus donc, 3 pour 1, donc il y avait 216 patients avec dingue, et donc on a étudié ces patients-là. Donc au niveau des résultats cliniques, simplement pour vous donner une image un petit peu des délais de consultation, il y avait 50% des patients qui avaient consulté dans les 3 premiers jours de la pathologie, donc un moment assez précoce. Et les facteurs cliniques qui étaient associés à la leptospirose, c'était le fait d'être né à l'étranger. Donc on en discutera, mais c'était probablement plutôt le fait d'être né au Brésil en fait. Le sexe masculin et d'avoir une toux. Les signes qui étaient associés à la dingue, c'était le fait d'avoir un syndrome hémorragique qui soit bénin avec un purpura cutané, voire un syndrome hémorragique plus marqué, une anorexie, des céphalées, des myalgies et d'avoir un exanthème. Voici les résultats biologiques qui vont nous intéresser un peu plus particulièrement dans ce travail. Donc vous voyez en haut que la CRP, donc au-dessus de 50 mg par litre, est associée de façon majeure à la leptospirose, mais il y avait également d'autres facteurs biologiques associés, à savoir l'hyperleucocytose au-dessus de 10 G par litre, une créatinine au-dessus de 120 micromol par litre, une bilirubinémie totale au-dessus de 20 micromol par litre, des CPK augmentés à plus de 2 fois la normale, et d'avoir une anémie. Tous ces facteurs étaient associés au diagnostic de leptospirose. Concernant la dingue, les seuls facteurs qu'on avait retrouvés étaient donc le fait d'avoir une leuconeutropénie, et notamment la neutropénie qui ressortait de façon assez importante. Il n'y avait pas de différence significative entre ces deux diagnostics, entre ces deux patients au niveau des données à l'admission. En ce qui concernait le bilan hépatique, donc pour les transaminases, pour les plaquettes, c'est un élément intéressant, également pour les lymphocytes, donc il y avait une lymphopénie dans les deux situations qui n'étaient pas différentes. Les signes cliniques qui étaient les plus sensibles dans ce travail étaient donc la toux pour la leptospirose et l'exanthème pour la dingue, et finalement il était présent que dans moins de 50% des cas pour chaque patient. Donc on avait une sensibilité qui était relativement faible, on pourra discuter probablement pourquoi. Et donc on s'est intéressé pour l'analyse multivariée à l'usage des facteurs biologiques plutôt que des facteurs cliniques. Et donc en analyse multivariée, les résultats biologiques qui ressortaient associés comme significativement au diagnostic de leptospirose était donc le fait d'avoir une CRP au-dessus de 50 mg par litre, d'avoir une leucocytose donc supérieure à 10 G par litre et d'avoir une bilirubinémie totale supérieure à 20. En fait, quand on s'est un petit peu intéressé en creusant vraiment sur la CRP, comme vous voyez sur les odds ratios qui écrasent clairement les autres variables, en fait la CRP, quand on la prenait de façon isolée et avec ce seuil de 50 mg par litre, on avait donc une sensibilité autour de 89%, une spécificité autour de 95%, ce qui faisait dans cette population étudiée de patients une valeur prédictive positive de 86% et une valeur prédictive négative de 96%. Ce qui est intéressant, c'était de constater qu'ajouter finalement à ce marqueur-là la présence d'une hyperleucocytose ou d'une hyperbilirubinémie ne modifiait pas les valeurs, on va dire, les performances diagnostiques de la CRP prise isolément. Donc, dans ce travail, on a mis en évidence que les facteurs biologiques, pour ce qui est de différencier la dingue de la leptospirose, étaient probablement beaucoup plus efficaces et pertinents que les facteurs cliniques quand ils étaient disponibles. Et donc, on a mis en évidence que la bilirubine, l'hyperleucocytose et la CRP étaient associées au diagnostic de leptospirose. Et le but de ce travail, évidemment, c'est le caractère rétrospectif et notamment le recueil des données cliniques. On peut imaginer que l'exhaustivité de ces données, éventuellement, a pu manquer sur un travail rétrospectif ou avec certaines confusions entre arthromyalgie et arthromyalgie. Donc, c'est pour ça que ces valeurs cliniques, on ne les a pas forcément retenues dans l'analyse finale également. Et puis, une des limites importantes de ce travail, c'est que les contrôles, ce sont des dingues prouvées, ce ne sont pas des fièvres aiguës qui se présentent aux urgences. Et donc, ça pose la question de l'intérêt diagnostique de la CRP face à une autre fièvre aiguë, on va dire, en réelle. Donc
Donc ici, pour illustrer un petit peu ce qui peut être fait ailleurs pour essayer de différencier ces deux pathologies. Donc là, c'est un travail fait au Sri Lanka qui a été publié récemment. Et donc, ils se sont intéressés en prenant de façon prospective des patients avec fièvre aiguë, suspicion clinique de leptospirose, donc suspicion pour le clinicien initialement. Et donc, ils ont comparé les diagnostics retenus au final de leptospirose avec des patients qui étaient suspectés initialement de leptospirose, mais qui ont eu un autre diagnostic retenu au final, à savoir la plupart du temps une dengue, ou une pneumonie, ou une fièvre typhoïde par exemple. Et donc ils ont monté un score en utilisant une porte de validation ensuite pour valider ce score en utilisant donc, ces critères qui sont présents sur votre droite. Donc ils ont regardé en fait en additionnant ces facteurs, à savoir donc l'exposition potentielle, on va dire, à l'interrogatoire, contact avec les animaux, contact avec le pouce par exemple, qui représentait un certain nombre de points. Ils se sont aussi intéressés aux autres facteurs biologiques, un petit peu les mêmes qu'on a retrouvés nous, c'est-à-dire l'insuffisance rénale, l'hyperleucocytose, les neutrophiles augmentés, et la thrombopénie. La bilirubine totale également faisait partie de leur score. Et donc eux, ils montraient qu'avec un score, en additionnant ces différentes valeurs, supérieur à 14, on avait une valeur pectine négative de 84%. Donc on aurait aimé, on imagine un petit peu ce qu'on aurait pu donner ce score aussi en ajoutant la CRP, ce qui n'a pas été fait. Donc pour conclure sur ce travail, donc ce qu'il faut retenir, je pense, c'est vraiment qu'il y a une confusion majeure qui peut être faite entre la dengue et la leptospirose, et c'est notamment le cas lorsqu'il y a une épidémie de dengue où les tableaux cliniques sont extrêmement stéréotypés, et au milieu de tout ça, lorsqu'il y a une leptospirose qui s'y glisse, on peut vraiment la louper parce que vous avez vu que les facteurs cliniques n'étaient pas suffisants. La CRP, lorsqu'elle est supérieure à 50 mg par litre, c'est un facteur qui paraît vraiment associé au diagnostic de leptospirose lorsqu'on prend cette pathologie de façon dichotomique. Et c'est un marqueur qui est finalement assez sensible, qui est peu coûteux par rapport au reste de certains bilans, et qui semblait extrêmement efficace dans ce travail, avec une capacité à discriminer dès l'admission, puisque je vous rappelle que c'était des données dès l'admission qui avaient été utilisées, et donc qui permettrait d'instaurer de façon précoce une antibiothérapie ciblant la leptospirose, à savoir soit de la doxycycline, soit une bêta-lactamine par exemple, en fonction éventuellement des autres diagnostics différentiels suspectés. Donc l'intérêt de ce marqueur et de ce travail, il est sûrement plutôt en zone de co-circulation de ces deux pathologies, notamment lors des périodes d'épidémie, comme ça peut être le cas régulièrement ici, ou dans certaines zones, par exemple du Brésil, où il y a notamment des épidémies leptospirose dans les zones avec des contextes d'hygiène qui sont souvent défavorables et qui peuvent être en même temps des épidémies de dengue. La question aussi peut se poser sur l'efficacité de ce marqueur face à d'autres arboviraux. Je pense qu'on l'a pas étudié en question, mais ce serait sûrement le cas, puisque il n'est pas connu que les autres arboviraux donnent ce genre d'élévation de CRP. Donc on pourrait probablement anticiper. Merci de votre attention et de votre attention.